Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission La Tribune des Éditos. C'est un nouveau rendez-vous de votre télévision Twi TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des médias. Et pour ce premier numéro, nous évoquons, mes invités et moi, la situation nationale avec les lendemains du coup d'État du 30 septembre dernier. Mes invités, c'est tout d'abord Lévi Constantin Confé, il est journaliste à l'Observateur Palga. Bonjour. Oui, bonjour. Également à vos côtés, Jules Tiendrebego, il est journaliste à l'Express du Faso. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous avons également Albert Nagrego, il est directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Tout à fait. Le décor est ainsi planté et nous abordons la première thématique de cette émission, coup d'État au Burkina Faso, quel cap? Jules Tiendrebego, au niveau de votre journal L'Express du Faso, dans sa parution du 5 octobre, votre édito était titré « La grosse erreur que le capitaine Ibrahim Traoré ne devrait pas commettre ». De quelle erreur s'agit-il ? Il faut noter que l'Express du Faso est un quotidien burkinabé, mais sa particularité est qu'il est édité à Bobo-Dioulasso. C'est le seul quotidien d'ailleurs qui est édité hors de la capitale. Donc pour revenir à votre question, on ne prend pas un pouvoir et puis le remettre à quelqu'un d'autre. Il a fait son coup d'État selon l'Express du Faso, ça veut dire qu'il a une vision. On ne fait pas un coup d'État étant seul aussi, il a son équipe. Donc il fait le coup d'État, il dit qu'il va organiser des assises pour remettre remettre le pouvoir à un civil ou à un militaire. Il a fait le coup d'État, il doit s'assumer. Il doit s'assumer parce que tout simplement il est venu avec une vision pour le Burkina Faso. En la matière, il y a pas mal d'exemples. Même le MPSR 1, quand ils sont venus, ils ont confié le pouvoir à Damiba. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Vous remettez le pouvoir à X ou à Y et à un certain moment, si la personne dévie la trajectoire du départ, qu'est-ce que vous en faites? Il faut qu'on en finisse avec les coups d'État au Burkina Faso. Je le souhaite, il faut que ça soit peut-être je ne suis pas le bon Dieu, mais il faut que les Burkinabés travaillent, que ce coup d'État-là soit le dernier de notre histoire. Parce que oui, coup d'État deux coups d'État plutôt en si peu de temps, en moins d'une année, c'est quand même trop. Donc il faut mettre les gens à la place qu'il faut. Il a fait un coup d'État, il faut qu'il s'assume. D'accord, et vous insistez, il faut maintenir un militaire à la tête de l'État. Il y a à travers votre édito cette phrase que nous avons retenue. Vous dites, je le cite, on le sait, ils seront nombreux, voire très nombreux, à vouloir le convaincre de remettre le pouvoir à un civil ou un militaire plus âgé que lui pour manque d'expérience et encore pour sa jeunesse. C'est la grosse erreur qu'il faut qu'il refuse de commettre. Que craignez-vous exactement à travers une remise de pouvoir à un civil ou à un militaire de grade élevé? Je l'ai dit tantôt tout de suite avant de commencer, il faut qu'il s'assume. Il a fait son coup d'État, il est venu avec une vision. Donc il va travailler, il faut qu'il travaille à mettre en place, en tout cas à réaliser ses rêves. Voilà, pour le bien-être du peuple burkinabé. Donc en la matière, c'est ce que je disais tantôt, il y a eu en 1983 le coup d'État de Blaise Compaoré et l'équipe de la Révolution, ceux qui sont venus pour la Révolution. Il y a eu Blaise Compaoré qui a quitté Pau pour venir en tout cas faire le coup d'État ici. Et par la suite, c'est Thomas Sankara qu'on a remis le pouvoir à Thomas Sankara pour la Révolution. Mais juste après, juste après, vous savez, vous comme moi, ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu un coup d'État en 1987.
la même personne, Blaise Compaoré, a fait un coup d'État à son ami frère d'armes, et il a pris le pouvoir. Également, hors du Burkina Faso, un exemple concret que je vais faire ressortir ici, au Mali, Assimi Goïta, quand il a fait le coup d'État, les militaires ont fait le coup d'État. Avec la pression de la CEDEAO, ils étaient obligés de remettre le coup d'État à une autre personne. Donc c'était le colonel, c'est un colonel à la retraite qui a pris le pouvoir, la tête du pays, en la personne de Ba Ndiaye. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de reprendre le pouvoir. Vous venez avec une vision. C'est pas le colonel à la retraite Mba Diagne qui a fait le coup d'État, c'est Assimi Goïta avec ses hommes. Donc ils sont venus avec une vision. Voilà. Donc, alors Albert Naglego, également dans votre média, votre journal en ligne, libreinfo.net, il y a eu cet édito intitulé Burkina Faso, présidence de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré ou personne. Dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. D'abord, c'est la question du dilemme. Le dilemme aujourd'hui, parce que vous avez une bonne partie de la jeunesse qui se reconnaissent au capitaine, peut-être pour son jeune âge, et peut-être également pour ses premières déclarations tenues déjà aux premières heures du coup d'État. Ce sont des discours que la jeunesse africaine aujourd'hui s'approprie de façon générale. Quand on parle de changer de partenaire dans la lutte contre le terrorisme, quand on parle également de la Russie, quand on évoque des informations qui sont en griffe contre la France, tout de suite, ça rassemble beaucoup de jeunes. Et vous avez très bien suivi dans cette déclaration à la télévision nationale où ça a été dit que le président Paul-Henri Damiba serait dans la base française de Cambouin-Saint. Du coup, ça a contribué davantage à conforter certains jeunes dans leur position que la France serait en train de soutenir Paul-Henri Damiba. Et ensuite, vous avez vu ces jeunes-là, quand on dit par exemple Ibrahim Traoré et ses camarades disent on veut changer de partenaire, ils ont pensé tout de suite à la Russie, et vous avez vu dans les rues également le drapeau russe qui flottait un peu partout. Donc au-delà de ça, il y a sa jeunesse également qui est un critère fondamental pour ces jeunes-là, parce que au Burkina, le débat politique depuis 5 ou 10 ans, c'est qu'il faut confier la gestion du pouvoir à la jeunesse. On veut l'alternance, il faut une alternance générationnelle. Ça n'a pas pu se faire en 2015 aux élections, parce qu'on a vu encore l'ancienne classe avec Rochma Christian Kaboré qui a été élu en 2020. Il a été réélu encore malgré la présence de certains candidats jeunes. Donc il y a cette soif pour la jeunesse de voir un changement générationnel au niveau de l'État, mais associé à ces discours également. Donc Ibrahim Traoré aujourd'hui bénéficie du soutien d'une partie de la jeunesse burkinabé qui se réclame en lui, qui veut qu'il reste au pouvoir. Mais à côté, vous avez ceux-là également qui sont de la société civile, qui sont aussi parfois des partis politiques, mais qui sont également de l'armée, qui veulent que ce soit un pouvoir transmis à quelqu'un de civil ou encore à l'oligarchie pour pouvoir gérer cette transition-là, et que cet officier et ses camarades qui ont fait le coup d'État en griffe, on va dire salut au Salvateur, puissent répartir au front. Donc pour nous aujourd'hui, Anne Ibrahim Traoré qui dit que des forces vives vont se réunir, fait le choix d'un président civil ou militaire, comment va se passer les choses? Est-ce que Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas otage de lui-même par cette jeunesse-là qui réclame qu'il reste? Est-ce qu'il n'est pas aussi otage de ces voix peut-être en griffe des sages qui lui diront qu'il faut confier le pouvoir à un civil et répartir au front? Voilà, nous pensons qu'il est dans un dilemme. Et de plus en plus, la pression devient forte. Les jeunes ne cessent de sortir manifester malgré les appels à cesser les manifestations. Alors, mais pour moi, personnellement, contrairement à ce que disent certaines personnes qui pensent qu'il faut assumer le coup d'État, je dirais que dans une conception sociologique, on dira qu'on ne prend pas le pouvoir pour remettre à quelqu'un, on l'exerce, on l'assume. Mais je pense que le contexte actuel, personnellement, Ibrahim Traoré peut choisir d'être président. C'est son engagement, c'est son rêve, c'est tout. Mais je lui dirais, si j'avais l'occasion, que pour encore une porte de sortie honorable, très historique pour lui, c'est véritablement aujourd'hui de passer la main à un
président civil qui va faire véritablement consensus, un président civil qui sera bien choisi sur la base des critères fondamentaux et qui peut fédérer aujourd'hui la classe politique burkinabé, l'armée, encore la société civile, et tenir le discours qu'il faut à la population burkinabé, tenir le discours au niveau international. Ce ne serait pas mauvais que d'avoir un tel président civil, mais pas un président civil choisi à la hâte. Je dis bien un président civil bien choisi, encadré également partout. Le risque aujourd'hui avec Ibrahim Traoré comme président, c'est pas qu'il n'aura pas peut-être l'effervescence de la jeunesse, mais ça aussi ça peut être éphémère, hein, parce que si les 2-3 premiers mois les résultats ne sont pas comme ces jeunes-là le pensent, ce sont les mêmes jeunes qui vont aller encore sur les réseaux sociaux ou et puis partout pour décrier sa gestion. Et le risque, c'est qu'avec Ibrahim Traoré comme président, ce n'est pas exclu qu'on reste dans le cycle des coups d'État encore. Parce que ce coup d'État a créé davantage un clivage dans l'armée, ou du moins des clivages dans l'armée burkinabé. Et vu son grade aujourd'hui de capitaine, je suis sûr que ça vient ajouter des frustrations à des frustrations qui existaient déjà, parce que cette armée, même il faut le reconnaître, peut-être depuis les 20 ou 30 dernières années, ce n'est pas forcément la cohésion au sein de cette armée. Il y a beaucoup de choses, des questions de corruption, des questions d'avancement, des questions également économiques, des questions de positionnement qui font qu'on a une armée qui en réalité, comme notre société civile ou comme notre administration civile, la seule différence c'est qu'ils portent la tenue. Et Roch Kaboré, je crois, après Inata avait dit que l'armée qui devait être la structure la mieux disciplinée est aujourd'hui la structure la moins disciplinée au regard de tout ce qui se passe, des questions de primes, des questions de manque de repas ou de vivre sur les théâtres des opérations. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge si Ibrahim Traoré aujourd'hui reste encore président. Je ne doute pas de ses capacités au combat sur le terrain, je ne doute pas du tout, mais la gestion, c'est autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment pas le bon choix que de rester président. Et justement, à travers vos éditos que nous avons pu parcourir, vous semblez faire un lien entre Inata, Gaskindé, parce que vous vous interrogez sur jamais de responsabilité située. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un lien entre ces différentes zones? Il y a un lien et en même temps, il y a un passé lourd que Ibrahim Traoré va devoir supporter. Ce passé-là, c'est quoi? Aujourd'hui, dans l'histoire du Burkina, dans les 5 dernières années, on ne peut pas parler de réconciliation. On ne peut pas parler également de l'unité sans évoquer la question de Yirgou. On ne peut pas également oublier Solane. On ne peut pas oublier Arbinda. On ne peut pas oublier Inata. On ne peut pas oublier Gaskindé. Il y en a beaucoup d'autres. Seitenga, tout ça. Donc, il va falloir résoudre tous ces problèmes-là pour qu'on puisse continuer également dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, quand ces attaques arrivent, il n'y a jamais de responsabilité située. Jamais de responsabilité. La dernière année, Inata, le président à l'époque Kaboré a demandé un rapport. Le rapport a été fait. Il a demandé un rapport complémentaire. Ça a été fait. Il n'a pas eu le temps de pouvoir mettre ce rapport sur la place publique, faire révéler les informations. Qu'un coup d'État est arrivé vite. Et ce rapport, aujourd'hui, on se demande comment on pourra avoir un jour la justice, parce qu'il faut que le tribunal militaire il s'est déjà approprié de ça. Mais le travail, est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir arriver à faire justice sur cette affaire? Quand on sait que des militaires qui avaient été, ou des soldats qui avaient été révoqués dans cette affaire ont été réhabilités avec l'arrivée de Paul-Henri Damiba. Quand on va Gaskindé aujourd'hui, au bout de 72 heures, il y a eu un changement de régime. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des éléments pour pouvoir apprécier de façon objective ce qui s'est passé à Gaskindé et situer les responsabilités, quand on sait encore que des responsables militaires à l'époque de fait, certainement seront mutés avec le pouvoir qui sera mis en place. Alors, Yirgou, on n'en parle pas. La justice, on nous dit chaque fois la justice sous son coup. À Seitenga, c'est pareil. À Solane, c'est pareil. Donc, je vais reprendre les propos d'un dramaturge que Libre Info avait interviewé. Il s'agit de Aristide Sarnada, qui disait qu'un peuple qui n'est pas en paix avec ses morts ne peut pas être en paix avec lui-même. Donc tout ça, c'est des casseroles, c'est des morts qui sont dans les placards qu'il va falloir vider. Et je pense que pour Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est d'aller répartir au combat. Je crois que ça a été l'une des raisons, parce qu'il a pris l'exemple de ce qui s'est passé à Gaskindé. Il a dit que c'est des soldats de 2021, des jeunes soldats qui à peine savent manipuler une Kalachnikov et qui ont combattu cette manière de faire depuis longtemps. Donc,
avant ça également, il en a pris des exemples où des soldats comme ça sont tombés, des jeunes soldats sont tombés. Donc, la frustration contre Damiba est née certainement de manque de moyens pour lutter sur le terrain, de domination également, parce qu'il y a eu des officiers supérieurs qui ont été nommés et qui n'étaient pas des hommes de confiance selon les coulisses, avec les nouvelles autorités qui viennent d'arriver. Et donc, tout ça, ça contribue à la crise. Espérons qu'on ne va pas assister au pouvoir des capitaines cette fois-ci. D'accord. Alors, avec vous, Lévi Confé, il sera question de l'édito qui concerne la CEDEAO. Mais avant, on connaît la position au niveau de l'Express du Faso, qui sont pour une transition civile, au niveau de libreinfo.net, qui sont plutôt pour une transition militaire, au niveau de Libre Info, on est pour la transition civile. Moi, je suis pour. Voilà. Alors, vous, au niveau de l'Observateur Palga, quel est votre avis? Chez nous, on disait dans un ton taquin qu'il s'est battu pour sa chose, il n'a qu'à garder sa chose. Aujourd'hui, je vois mal le capitaine Ibrahim Traoré remettre le pouvoir et aller être en paix, s'asseoir dans une caserne pour continuer son métier de militaire. Ça sera compliqué après ce qui s'est passé à partir de la nuit du 28 jusqu'au 2 octobre. Je vois mal ce jeune capitaine exercer son métier de militaire tranquillement après ce coup d'État. Donc pour nous, en tout cas, de mon point de vue, il serait mieux qu'il arrive, même si ça ne sera pas pour tout le temps qui reste pour cette transition, en tout cas de calmer les choses, de bien asseoir les choses avant de passer la main à quelqu'un d'autre qui va poursuivre. Et s'il le fallait, la transition, on n'a plus qu'une année et quelques mois. Voilà, donc ce n'est plus pour une longue durée, il peut exercer le pouvoir d'État. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est comment allier la gestion des affaires de l'État avec le combat contre le terrorisme, sans perdre de vue les priorités aujourd'hui qui sont la restauration de l'intégrité du territoire, la sécurisation, le retour des personnes déplacées. C'est là la grande question, mais je pense que ce n'est pas interdit d'avoir des ambitions pour être président à 34 ans, ce n'est pas interdit. Maintenant, c'est dans l'effectivité, comment ça va se passer, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans l'effectivité, comment ça va se passer? Et déjà dans votre édito qui est intitulé « Onction de la CEDEAO pour le capitaine Traoré », est-ce qu'on pourrait comprendre que les choses vont déjà dans le sens du positif? Il faut dire que, par principe, la CEDEAO a condamné ce coup d'État qui a eu lieu. Par principe, je dis. Et il faut dire que quand ils sont venus, c'est pour une question de formalité, parce qu'ils n'ont pas retoqué ce qui s'est passé en réalité. Et déjà que le capitaine a dit que, une fois qu'il va asseoir les choses, il va repartir dans sa caserne. Donc c'est déjà la garantie qu'il ne tient pas au pouvoir. Et il dit aussi qu'il va respecter le délai. Voilà, c'est-à-dire que dès le 1er juillet 2024, la transition doit s'arrêter comme l'avait voulu déjà la CEDEAO avec Damiba. Donc il ne remet pas en cause ce calendrier électoral. Donc c'est pour ça, nous disons, c'est comme le quitus, parce que ce qu'il a décidé n'a pas été retoqué par les délégations qui a séjourné au Burkina Faso le mardi 4. D'accord. Alors, avec l'Observateur, on a tout de même l'impression que cette onction de la CEDEAO est due, entre autres, au fait que le capitaine Traoré a accepté de remettre le pouvoir à un civil. Il n'est pas du tout intéressé. Est-ce que vous rejoignez maintenant libreinfo.net qui estime qu'il faut nécessairement le remettre à un pouvoir civil? Jules Tiendrebego. Il ne faut pas nécessairement le remettre à un civil, comme lui-même il a si bien mentionné, soit un civil ou un militaire. À l'issue des assises, c'est ce que je viens de dire tantôt, il doit prendre sa responsabilité et c'est comme ça. Sinon, si il remet le pouvoir à X ou à Y, je fais allusion ici à un civil, parce que même un civil ou un militaire, ça veut dire quel sera le critère de choix, parce que le président Ibrahim, parce qu'il est devenu président du Faso, il a même commencé ses concertations. Aujourd'hui, il a rencontré le corps diplomatique. Donc demain, il va rencontrer encore d'autres composantes de l'État.
le chef de l'État. Il a rencontré aussi le corps diplomatique aujourd'hui et il va rencontrer très prochainement aussi les forces vives de la nation pour pouvoir voir concrètement comment les assises seront en tout cas organisées. Donc je disais tantôt, hier, les jeunes sont sortis. Ils étaient en tout cas devant la RTB, devant la télévision nationale du Burkina Faso, et juste après ils sont allés même fermer le marché central de Ouagadougou. Ils sillonnaient en tout cas quelques artères de la capitale pour réclamer en tout cas, parce qu'ils ont eu l'information comme quoi il y a un général qui veut le pouvoir. Donc ils sont sortis pour dire à ce général-là de ne même pas s'amuser. Le pouvoir, en tout cas, reviendra. Ils vont se battre pour que le capitaine garde le pouvoir. Mais une information qui a été démentie à travers un communiqué officiel, précisons-le. De toutes les façons, c'est une façon de faire. Que ça soit vrai ou pas, ils sont sortis, ils le réclament en tout cas. Et selon eux, il faut que le capitaine assume ce qu'il a fait. Donc... Alors Albert Nagdego, il y a ces appels à manifester, il y a eu également ce communiqué officiel que l'on a vu, la titraille au niveau de l'observateur Palga en disait long par rapport à la CEDEAO qui aurait donné son onction. Est-ce que si le Burkina Faso s'hasardait à laisser le pouvoir entre les mains d'un militaire, cette onction ne sera pas retirée? Non, ça ne se retire pas. La CEDEAO a besoin juste d'être préoccupée par son calendrier de la transition. Si c'est respecté, il n'y a pas de problème. On a vu juste un changement d'individu dans ce qui s'est passé. Ce n'est pas un changement ça n'a pas bouleversé les institutions. Je veux dire, dissoudre et disparaître des institutions au truc. On a eu l'impression que Damiba est parti. Un remplaçant est venu. L'administration continue toujours de tourner, de fonctionner, tout. Mais l'idéal pour la CEDEAO, ça sera toujours un civil, mais à défaut, ils vont faire avec. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je le répète, parce que Ibrahim Traoré, il est sous la pression aujourd'hui. Ceux qui veulent qu'il reste président, il peut souhaiter le rester, il n'y a pas de problème pour lui. Mais j'ai dit seulement que s'il le reste, c'est-à-dire on court le risque encore d'une situation instable. Et cette situation instable-là, voilà pourquoi je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que les autorités coutumières religieuses croient que c'est fini. Parce que le départ de Damiba seul ne suffit pas pour régler cette crise-là. Il faut que les autorités coutumières religieuses s'impliquent davantage avec des conseils avisés auprès de Ibrahim Traoré et de ses camarades. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais que de pouvoir faire un mois ou 21 jours comme les gens le prétendent et devenir ancien chef d'État et puis passer la main à quelqu'un de civil. Dans tous les cas, au moment venu, ils peuvent demander à l'armée de proposer un nom, demander aux autorités coutumières et religieuses de proposer un nom, demander à l'opposition de proposer un nom, demander peut-être à la société civile de proposer un nom, et puis les assises vont décider autour des critères bien définis qui peut sortir de ces noms proposés. Ça peut être également une option. Mais je trouve que c'est un combattant. À voir aujourd'hui les Cobras qui sont alliés à lui, parce que lui, il est de l'artillerie, des Kaya, alors qu'il a eu l'onction des 5 compagnies de Cobra qui sont ralliés à lui. C'est un grand nombre important de soldats. Ce sont des combattants également qui sont sur le terrain régulièrement. Donc s'il a la bénédiction de ces gens-là, je pense qu'il peut devenir un chef de guerre, et mieux un chef de guerre que de vouloir rester à Kosiam, et réussir aujourd'hui à renverser la tendance du terrorisme au Burkina Faso. Je pense qu'il sera plébiscité peut-être dans les années à venir, où il sera encore très applaudi, que de vouloir forcer pour avoir un pouvoir politique et être décrié peut-être dans 2-3 mois, parce qu'on est dans un pays où on est dans un contexte où ça va très vite. Aujourd'hui, on vous applaudit. Vous avez vu, il y avait des inconditionnels de Paul-Henri Damiba, mais où il est aujourd'hui, des gens qui ont juré que c'est un messie, des gens qui ont trouvé également que son coup d'État il était le sauveur, des gens qui ont trouvé également que il était l'homme de la situation. Mais en moins de 1 an, où il en est. Moi, je pense que aujourd'hui, si Ibrahim Traoré continue avec la confiance des Cobras qu'il a, plus les autres parties de l'armée, il peut devenir un bon chef de guerre contre le terrorisme. Et je pense que historiquement, il rentrera par la grande porte, il fera preuve de ce qu'il sait faire le mieux. Et il a un bon attelage avec un président civil. Mais ça, c'est moi qui le dis.
Ibrahim Traoré, ses camarades capitaines qui ont fait le putsch, ils sont libres et je suis sûr, peut-être qu'ils vont choisir de rester. Mais s'ils choisissent de rester aussi, il y a aussi le prix qui est là. Donc, c'est un choix à faire. Voilà. Mais ça, c'est mon avis pour un président civil, un premier ministre civil. Et puis, bon, lui également, peut-être qu'il va occuper un organe de la transition ou être dans un gouvernement de la transition et être beaucoup plus en phase avec le terrain. D'accord. Alors, le Burkina Faso bénéficie de l'onction de la CEDEAO, comme vous le dites à l'Observateur. Mais il y a tout de même eu ces appels à manifester avant l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Comment vous comprenez cette réaction des populations? Il y a ce que ces populations ressentent quand on évoque le nom même de la CEDEAO. Il faut dire que cette manifestation m'a d'ailleurs contraint la délégation à tenir sa rencontre même au niveau de la base aérienne, parce qu'il y a un ressenti qui est là, qui est tout à fait négatif par rapport à la perception que les gens ont de la CEDEAO. C'est-à-dire que depuis le temps de Roch, quand le Burkina Faso était grignoté un peu partout par le territoire burkinabé, je vais dire, était grignoté un peu partout par les groupes armés terroristes, la CEDEAO n'a rien fait pour secourir ce peuple-là. C'est quand on a enlevé maintenant un coup d'État emporté, Roch Marc Christian Kaboré, qu'on les a vus rentrer dans la danse. Donc la conception et la perception que les gens ont, la CEDEAO fonctionne comme un groupe de syndicats qui ne bouge que quand un membre est touché. C'est le ressenti qu'on a. Donc vous avez vu tout ce qui s'est passé hier, pas hier, à l'arrivée de la CEDEAO, les manifestations un peu partout. Ils étaient à Ouaga 2000, ils étaient en ville aussi pour empêcher la délégation de quitter l'aéroport et de tenir la rencontre où que ce soit. Donc voici ce que les gens ressentent par rapport à cette organisation communautaire. D'accord. Alors, un ressenti des populations qui les conduisent à manifester à l'arrivée de la délégation. Est-ce que vous comprenez ce ressenti des populations, Jules Tiendobego? J'abonde dans le même sens que le journaliste de l'Observateur Palga. C'est tout à fait normal que les populations se comportent de la sorte. Il faut noter que c'était même pas à Ouagadougou seulement, même au niveau de la capitale économique, Bobo-Dioulasso, les gens sont sortis pour dire, pour manifester, afin que la CEDEAO... Parce que pourquoi les jeunes, les gens sortent pour manifester? Ils sortent pour manifester tout simplement parce que, c'est ce qu'il lui vient de dire, la CEDEAO, nous, on est attaqué depuis 2016, le Burkina Faso. Bien avant, il y avait le Mali, après le Niger, le Burkina Faso. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a rien fait que de venir nous sanctionner. Voilà, le Mali, le Niger, ainsi de suite. Donc, ils sont là tout simplement pour sanctionner X ou Y. Parce que il y a la libre circulation des biens et des personnes, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace de la CEDEAO? Donc, il va falloir que la CEDEAO revoie sa copie pour que quand même... Parce que la fois passée, les jeunes sont sortis, tout de même, ils sont arrivés, ils ont rencontré le président, ils ont échangé et tout. Mais peut-être que la prochaine fois, les jeunes iront à l'aéroport pour l'empêcher, pour empêcher en tout cas la délégation de la CEDEAO de fouler, en tout cas ils peuvent sortir, aller au niveau de l'aéroport, faire en sorte que la rencontre n'ait pas lieu tout simplement. Donc il faut que la CEDEAO travaille à éviter cela. En fait, si les jeunes sortent pour manifester, c'est un signal fort pour la CEDEAO. Il va falloir travailler pour que la prochaine fois, si un État a un problème, il faut que la CEDEAO en fasse son problème pour venir en tout cas l'aider. Parce que nous sommes attaqués aussi. Il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso. La CEDEAO aujourd'hui doit réfléchir pour voir concrètement comment accompagner en tout cas ces États qui sont attaqués là, pour qu'on puisse bouter en tout cas le terrorisme hors de nos frontières. Alors, des mécontentements dans les rues, dès l'annonce de l'arrivée de la délégation de la CEDEAO, est-ce qu'à Libre Info, vous comprenez ce sentiment des populations?
Oui, mais le paradoxe aussi, il faut reconnaître que Mahamadou Issoufou a été le parrain de la promotion d'Ibrahim Traoré en 2012. Parce que c'est de la promotion 2012 à Pau, il était le parrain, donc c'est du parrain filleul maintenant qu'il se parle ainsi, on peut le dire en griffe. Mais le mécontentement des jeunes vis-à-vis de la CEDEAO, ce n'est pas du tout étonnant. Et ça, ce n'est pas au Burkina Faso, même dans d'autres pays de la sous-région. Les jeunes ont tendance à assimiler les positions de la CEDEAO à la position de la France, qui, de plus en plus, le sentiment anti-français, qui en griffe anti-français, ou anti-politique française, qui est en train de monter au niveau de la jeunesse. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la CEDEAO, c'est la fille de la France en Afrique de l'Ouest, où ce que la CEDEAO dit, c'est ce que la France souhaite. Donc, s'en prendre au bien des Français, notamment à l'ambassade de France, les instituts français à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, c'était pas étonnant que cette jeunesse-là sorte également pour manifester contre la CEDEAO. Mais à côté aussi, il faut se demander, est-ce que c'est des manifestations qui sont libres, est-ce que c'est organisé, est-ce que c'est manipulé? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Mais je dis, le président qui va prendre ce pouvoir, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit un civil, aura deux principaux objectifs qu'il faut absolument régler. Il y a la question du terrorisme, mais il y a la question aussi de la jeunesse. Parce que si on laisse la jeunesse de côté, c'est comme Michel Kafando le disait en 2015, avec la jeunesse tout est possible, sans la jeunesse, attention. Cette montée de la jeunesse n'est pas un hasard. Ça veut dire que on est fatigué de voir ou on est fatigué d'entendre cette ancienne classe politique qui fait les choses. On est fatigué de voir ces généraux, on est fatigué de voir ces colonels-majors, on est fatigué d'entendre voir ces colonels rester toujours à Ouagadougou. On veut du nouveau, on veut une alternance générationnelle. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de lutter contre le terrorisme, mais il faut trouver des solutions également aux problèmes des jeunes aujourd'hui. C'est dans ces rangs-là que des groupes terroristes se recrutent pour faire leur combat. C'est dans ces rangs également que vous avez beaucoup de désœuvrés. C'est dans ces rangs que vous avez beaucoup de gens qui ont perdu leur école ou qui ne vont plus à l'école à cause de l'insécurité ou faute de moyens également. Donc, on a de plus en plus une jeunesse qui est vraiment soucieuse, une jeunesse qui est laissée à elle-même. Et donc, il faut trouver des réponses très rapidement. Si on ne trouve pas des réponses rapidement, aujourd'hui, c'est des manifestations pour empêcher une délégation de la CEDEAO pour venir. Demain, vous allez avoir des gens qui seront dans des rues pour saccager, s'attaquer à des biens et qui seront incontrôlables. Ça fait déjà près de 72 heures des appels à cesser les manifestations. Malgré tout, il y a des manifestations. Donc, il y a une aspiration forte qui est là. Il faut que le prochain président, autant on lutte contre le terrorisme, autant on trouve des solutions pour cette jeunesse, un message d'espoir, des solutions concrètes également pour aider cette jeunesse, pour que cette jeunesse-là puisse rêver, dire enfin, on a du chemin, voici de l'espoir qui vient et accepte faire corps derrière ceux-là qui veulent lutter contre le terrorisme. Parce qu'on a beau dire soutien populaire, mobilisation populaire contre le terrorisme, ce sont ces mêmes jeunes-là. Et comment on incite ces jeunes-là à s'engager véritablement auprès de l'armée? Parce que vous allez remarquer, parfois il y a des recrutements qui se font, mais la mobilisation est timide. Aujourd'hui, quand des soldats meurent au front, c'est des jeunes de rien, de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, tout au plus de 25 ans. C'est encore ces jeunes, dans les rangs de ces jeunes-là. Donc c'est une jeunesse qui a véritablement soif aujourd'hui, qu'il faudrait trouver des solutions. Et pour moi, c'est vraiment les deux principaux objectifs. Il faut laisser des histoires de réconciliation nationale. Il faut laisser des histoires de modernisation de l'administration. Il faut laisser des histoires de, je ne sais pas moi, et s'attaquer aux deux principaux objectifs-là. Alors, on a parlé de ce contexte dans lequel la rue n'hésite pas à marcher et à sortir pour exprimer son mécontentement. Comment, dans ce contexte, vous entrevoyez la désignation du président du Faso par les forces vives? Il faut dire déjà que c'est un peu difficile après ce qu'on a pu constater un peu partout au Burkina Faso à travers les manifestations. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, même s'il a la volonté de remettre le pouvoir à un civil ou à un militaire, est-ce qu'il peut le faire? Ça, c'est la question. Et aussi, qui va accepter, endosser cette responsabilité? Parce qu'il a fait le coup. Pour moi, il a la solution à notre problème aujourd'hui qui demeure l'insécurité et le retour des personnes déplacées. Donc, je ne sais pas qui va accepter prendre à tout cas à qui lui refile la patate chaude, comme on le dit. Donc je vois que ça sera un peu difficile avec les manifestations, comme il vient de le dire. Depuis 3 jours, on essaie même de demander à son soutien de se calmer, de rentrer et puis attendre les décisions et de suivre de près et de se départir de toutes les manipulations. Mais c'est un peu difficile. On a vu comment hier, à partir d'une rumeur, la ville s'est agitée, donc c'est un peu compliqué. Et lui-même, je pense qu'il est
pris en otage par ces manifestations de rue. Quand il voudra remettre le pouvoir, ça sera compliqué. Alors, même question pour vous, Jules Tiendebego. Est-ce qu'il faut craindre pour la désignation du président du Faso dans ce contexte où la rue n'hésite pas à se faire entendre? Aujourd'hui, il y a un problème, et je m'explique. Dans son discours, il a dit qu'ils vont organiser en tout cas des rencontres avec les forces vives pour désigner un président, civil ou militaire. Les jeunes, depuis avant-hier, hier, ne font que manifester, voilà, pour en tout cas faire en sorte que le pouvoir, qu'il garde le pouvoir. Aujourd'hui, faut-il remettre le pouvoir à un civil ou à un militaire? Faut-il en garder? C'est tout ça la question. Il remet le pouvoir à un militaire ou à un civil aujourd'hui, il lui faut des explications à la jeunesse. Parce qu'ils ont commencé, je sais qu'ils ne vont pas, ils vont toujours continuer à manifester. Il faut donner des explications à ces jeunes-là. Garder le pouvoir, il se trahit lui-même. Parce qu'il a dit ça, c'est ce qu'il a dit. Même semble-t-il que quand c'était la condition aussi de laisser le pouvoir pour que le président Damiba signe sa lettre de démission, qu'est-ce qu'il a dit à dire? Il est venu, il a fait son coup d'État. Maintenant, ils vont désigner quelqu'un parce que Damiba, il y a eu un échange avec les chefs coutumiers et religieux. Voilà, il semblerait que ça fait partie des conditions pour que l'ancien président du Faso signe en tout cas sa lettre de démission. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il remettre le pouvoir à un civil ou à un militaire? Faut-il en garder? De toutes les façons, selon nous, il a fait son coup d'État, il prend sa responsabilité, il assume, c'est ce que lui vient de dire, il ne reste que quelques mois, une année, quelques mois, il assume, il organise les élections, et puis voilà. Celui qui gagne les élections, il fait son investiture et puis voilà, il continue l'œuvre qu'il a entamée, surtout parce que l'insécurité, c'est depuis 2016. Roch-Marc Christian Kaboré a tout fait. Il a apporté de la terre à la terre, le président Damiba également. Mais on constate que ce n'est pas demain ou après-demain qu'on peut venir à bout de ce terrorisme-là. Il va falloir d'abord qu'on regarde dans la même direction. Si le capitaine reste président, qu'on l'accompagne sérieusement, que toutes les forces vives de la nation l'accompagnent. Et il va falloir aussi travailler au niveau de l'armée pour que les gens ne regardent dans la même direction, j'allais dire, parce que au sein de l'armée, ça ne va pas. Il va falloir que lui, capitaine, président du Faso, travaille pour qu'il y ait en tout cas de la cohésion au sein de notre armée. Et nous restons toujours avec vous, Jules Tiendebego. Il y a eu cet édito paru au niveau de l'Express du Faso en lien avec la suspension des activités des OSC et des partis politiques. Vous semblez trouver que la réalité est tout autre. Dites-nous un peu plus. La réalité est tout autre, tout simplement parce que sur les plateaux télé, il y a toujours ces responsables d'organisations de la société civile qui sont là, qui s'expriment. Et aussi, il y a des conférences de presse. Depuis hier et aujourd'hui, on constate des conférences de presse des organisations de la société civile. Mais ce que parce qu'il a rectifié, le communiqué a été rectifié, ça veut dire que c'est ceux qui appellent les gens à manifester dans la rue et autres là, que c'est. Sinon, ils peuvent continuer à mener parce qu'ils participent aussi, mais il faut participer de façon positive. Voilà, on ne critique pas pour critiquer, si on critique, on apporte en tout cas
quelque chose, on conseille, on apporte sa vision, qu'est-ce qu'il faut que nous faisons, voilà, donc quitte à ce que le président de Faso prenne en tout cas en compte ce que si ça vaut la peine d'être pris en compte, ils vont le faire. Donc c'est pour dire que on ne peut pas les empêcher aussi de manifester. On ne peut pas les activités, on ne peut pas les empêcher de mener leurs activités, parce que tout simplement c'est des gens aussi qui contribuent, c'est des gens qui informent, c'est des gens qui sensibilisent la population. Donc il va falloir, nous traversons une crise, il va falloir que les OSC participent énormément à l'information et surtout à la sensibilisation de nos populations pour qu'on puisse regarder dans la même direction afin de venir à bout de ce tourisme-là. D'accord. Alors, le communiqué portant suspension des activités des OSC et des partis politiques a été revu. Jusqu'à présent, selon l'Express du Faso, la réalité est tout autre. Est-ce qu'à Libre Info, vous partagez le même avis? Ben oui, c'est des mesures qui ont été prises dans le feu de l'action, sans avoir les moyens de mettre en œuvre ces mesures. C'est comme le couvre-feu. Quand on annonce le couvre-feu, puis 24 heures après on lève le couvre-feu, il peut y avoir beaucoup de raisons. Soit on a levé pour inciter les gens à se mobiliser ou être libres de pouvoir apporter une mobilisation populaire de soutien au nouveau pouvoir. La deuxième chose, soit on n'a pas peut-être les moyens d'assurer véritablement le couvre-feu, et au risque que ce soit un fiasco et cocher déjà tout de suite le pouvoir, on a oublié de lever. Si vous prenez par exemple à la télévision nationale, vous suspendez les activités des partis politiques, la constitution est suspendue, le gouvernement est dissous, il n'y a pas de secrétaire général du ministère pour mettre en application les mesures. Et maintenant, si c'est des structures beaucoup plus sérieuses, peuvent se dire, au nom de la décision du chef de l'État, on s'accommode, on reste tranquille dans notre coin. Après, vous avez les secrétaires généraux qui ont été, à qui on a confié l'exécution des affaires courantes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un secrétaire général du ministère a le temps ou les moyens nécessaires de pouvoir aujourd'hui convoquer peut-être toutes les OSC ou tous les partis politiques qui seront en activité? Sur quelle base? Il va dire que vous êtes en train d'aller à l'encontre de la mesure annoncée par le chef de l'État. Une conférence de presse ne devrait pas se tenir, ou bien une conférence de presse n'est pas concernée. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les ministères peuvent avoir les moyens aujourd'hui de pouvoir faire cette veille-là, ou de pouvoir jouer en griffe la police ou la gendarmerie derrière ces structures? Donc, c'est des mesures qui sont annoncées, mais les moyens pour les mettre en œuvre, c'est pas évident que ça puisse se passer. Et même aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui manifestent toujours devant la télévision nationale ou dans les rues, on vous dira que oui, c'est des jeunes, mais c'est pas forcément des gens qui vont de façon spontanée. Souvent, c'est des OSC en griffe, c'est des gens, c'est des structures qui appellent à manifester. Même si ça ne se dévoile pas, vous allez trouver qu'il y a des leaders d'OSC ou de partis politiques parmi ces gens-là. Comment on fait le contrôle de ces manifestations et comment on arrive à dire qu'ils ont enfreint à la mesure annoncée? Et sur cette base également, est-ce qu'il y a une base légale, juridique qui suspend les activités, ou bien c'est parce que c'est le chef de l'État qui l'a annoncé? Dans tous les cas, au moment où il faisait l'annonce, il n'était pas encore chef de l'État, il était président du MPSR autoproclamé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui suspend ces activités? Je ne pense pas. Et donc je pense que ce soit du côté de ceux qui sont aux affaires actuellement, que ce soit ceux d'en face également qui organisent les activités, il y a un flou qui reste quand même, qui est entretenu et qui ne fait que profiter à tous les deux camps. Ça profite à ceux qui sont en face. Bon, ça profite également à l'autre camp d'en face pour dire qu'on vous rappelle qu'on avait suspendu les activités. Mais je pense que c'est vraiment pas aujourd'hui, il n'y a vraiment pas les moyens matière pour vouloir contraindre ces gens-là de ne pas faire. Mais chacun, sur la base de sa conscience, la bonne foi, peut décider de ne pas faire. Parce que vous savez très bien que même pour organiser une conférence de presse, c'est réglementé. Si la loi devait s'appliquer, on ne se lève pas comme ça pour organiser une conférence de presse. Il y a des procédures à suivre. Mais qui l'applique, qui suit ces procédures au Burkina et qui interpelle qui que ce soit pour dire que mais revenez à la raison? Il y en a. Mais est-ce que vous convenez avec certains qui estiment que le MPSR version capitaine Ibrahim Traoré a une méfiance vis-à-vis de ses OSC et partis politiques lorsqu'on s'en tient aux premières déclarations qui ont été lues à la télévision nationale? Non, cette méfiance est légitime parce que quand vous êtes dans l'armée, dans un autre corps, la manière où vous regardez les autres qui ne sont pas dans les rangs, vous n'avez pas la même perception des choses, vous n'avez pas la même manière de voir les choses.
Par exemple, aujourd'hui, un jeune soldat peut ne pas supporter qu'on critique son chef, la hiérarchie. Il ne conçoit pas parce que lui, dans les rangs, c'est la discipline, ça ne peut pas arriver. Mais il ne peut pas admettre que quelqu'un comme ça vient critiquer son chef. Il ne peut pas. Alors que de dehors, nous, on peut se dire, bon, on peut tout se permettre également. Autant le président Damiba est venu, il a dit que les partis politiques, il ne veut pas conjuguer avec les partis politiques, mais si il y a des gens individuellement pris qui sont bien, ils pourraient faire appel à ces partis politiques-là. Autant également, d'autres soldats, d'autres officiers supérieurs également, partagent cette vision que les partis politiques sont responsables de ce qui est arrivé, ou encore les organisations de la société civile sont responsables de ce qui est arrivé. C'est un mal, il faut tout de suite essayer de les écarter pour pouvoir mieux traiter le problème. Donc il faut accepter que, de par où on est, on n'a pas la même perception des activités. Le militaire peut-être voir les politiques et les OSC autrement. Les politiques et les OSC aussi voient les militaires autrement. La preuve en est que des gens vous diront qu'un militaire au pouvoir, c'est synonyme de liberticide parce que c'est des gens qui ne cautionnent pas la critique, qui n'acceptent pas la contradiction. C'est des gens également qui foulent au pied la liberté d'expression et c'est des gens également qui doivent trouver leur position dans les casernes ou dans les champs de bataille. Si on est d'accord que le politique ou l'OSC puisse critiquer le militaire ainsi, il faut être d'accord aussi que le militaire puisse avoir une autre perception aussi du politique et des OSC. Donc, c'est un truc qui ne va jamais finir aujourd'hui et ça va toujours continuer. C'est celui qui a le rapport de force qui va toujours dominer et je pense que c'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Et ce n'était pas étonnant, avec Damiba, on avait déjà vu comment la liberté d'expression avait commencé à prendre un coup sérieux. Et en 2015, avec le putsch également manqué de général Gilbert Dingéré, on a vu comment beaucoup de médias ou certaines personnes, leaders d'opinion, ont tous immédiatement, d'une manière ou d'une autre, payé les frais. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ça continue d'arriver comme ça. Et dans d'autres pays comme en Guinée-Conakry, avec Doumbia, on a vu la suspension des activités du Front National de Défense de la Constitution, une OSC qui est très, très importante, qui oppose ses opinions à Alpha Condé à l'époque. Et au Mali, on a vu la fermeture également de certaines chaînes importantes comme France 24 et RFI. Dans d'autres pays, vous en trouverez également. Et je pense qu'au Burkina, ici aussi, on en a vu beaucoup avec Damiba, déjà avec le Conseil supérieur de la communication qui paralysé, des activités de conférences de presse ou des activités menacées par des loupards. Et il y en a encore, on peut citer d'autres exemples. D'accord. Au niveau de l'Observateur, on a vu la une de ce jeudi 6 octobre où vous attirez l'attention des autorités par rapport à la coopération avec la Russie. Qu'est-ce qui est à craindre ? C'est vrai que on dit de se méfier. Dans nos contrées, on dit que c'est au bout de la vieille corde que se tisse la nouvelle. Quand vous diabolisez votre vieil ou bien votre vieux partenaire, vous le mettez dehors et vous faites venir un autre partenaire que vous ne connaissez pas très bien et vous ne savez pas quelle sera votre destination. Et si vous voyez que les Américains s'en mêlent, ça veut dire que c'est un peu sérieux. C'est un peu sérieux et il faut s'en méfier. Donc il faut avoir les garanties possibles qu'une fois que ce partenaire va arriver, qu'on ne soit pas pris en otage et que nous ne soyons pas esclaves de dans notre propre pays. Donc il faut avoir les garanties possibles pour être libre une fois qu'on va contracter avec un autre partenaire. Donc déjà avec les Russes, c'est pas l'État, puisque vous ne verrez pas un soldat russe au Burkina ici qui va venir pour un partenariat. Si c'est l'État, bon, allons-y. Mais si c'est aller avec quelqu'un qui fait ses affaires dans les métiers d'armes à côté de l'État, c'est un peu compliqué. Donc, il faut s'en méfier. D'accord. Quelle devait être la posture du capitaine Traoré ? Le capitaine Traoré dit que une posture, peut-être que nous sommes, je n'ai pas la prétention de dire, mais en tout cas c'est de peser le pour et le contre d'un partenariat avec la Russie et pour voir, puisque lui il est du métier des armes, lui il sait, mais en tout cas de peser le pour et le contre pour voir qu'est-ce qu'il arrange ou qu'est-ce qui arrange le Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce que c'est le départ du partenaire français du Burkina Faso qui va nous arranger ou c'est l'arrivée des Russes qui va nous arranger? S'il pèse le pour et le contre, il fait la différence, bon, c'est à lui de... Mais en tout cas, si ce n'est pas avec l'État russe que nous allons contracter ce partenariat, c'est mieux de rester avec un autre partenaire que d'aller avec quelqu'un qui va nous envoyer une sécurité privée.
D'accord. Alors, Jules Tiendebego, au niveau de l'Observateur, on appelle à une méfiance vis-à-vis du partenariat possible avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? Selon nous, il y a le slogan du président Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc nous croyons que la chose est simple, il va falloir compter sur soi-même. Il va falloir se compter sur soi-même parce que le Burkina Faso appartient au Burkinabé. Et nous maîtrisons le terrain, nous savons comment nous battre. En fait, le problème aujourd'hui au Burkina Faso, c'est que nous, on ne regarde pas dans la même direction. Il va falloir travailler. C'est ce que je disais tantôt. Il faut que les OSC, même les partis politiques, doivent sensibiliser les Burkinabés. Doit sensibiliser les Burkinabés afin qu'on puisse regarder dans la même direction. Quand le terrorisme, quand on tue, je ne sais pas, Abbas Salgo, c'est pas un militant du CDP ou un militant du MPP, on tue des Burkinabés. Donc aujourd'hui, on doit plus parler en fait, aujourd'hui, on doit privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment de l'intérêt égoïste. Donc regardons dans la même direction. La Russie peut nous venir, on peut. De toutes les façons, nous avons déjà un partenariat avec la France, la Russie et bien d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, ils peuvent nous appuyer en formation, ils peuvent former les Burkinabés. Ils peuvent nous doter en armement, les armes pour qu'on puisse. Mais c'est pas les Russes qui vont venir combattre les terroristes à notre place. Il faut se faire confiance, il faut regarder dans la même direction, se faire confiance, et je crois que c'est la solution. D'accord. Alors, Albert Nagdego, le drapeau russe flotte à chaque manifestation. Quelle est la posture à adopter en termes de coopération? Bon, en termes de coopération, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, parce que déjà, le Burkina partenaire à tous ces pays déjà. Malheureusement, il y a un nouveau discours qui est là et que les gens aiment entendre, ils veulent entendre d'ailleurs. Bon, est-ce que c'est la solution? Dans tous les cas, quand tu n'es pas dans ce discours, on trouve que tu n'es pas l'homme approprié pour parler, parce qu'ils sont tous en griffe aveuglée. Avec la Russie. Pourtant, déjà, il y a un partenariat avec la Russie qui est là. Il y a un partenariat avec la France. Maintenant, il y a Wagner qui tape à la porte également. Wagner, c'est vrai que c'est beaucoup privé et c'est le business. Parce que qu'est-ce que tu nous donnes pour qu'on fasse la guerre à tes côtés? C'est ça. Mais sinon, du point de vue État à État, je sais que la Russie, par exemple, et le Burkina entretiennent de vieilles relations ou de vieilles coopérations militaires. La France également, c'est pareil. Moi, je dis, le plus souvent, c'est une question de rapport de force dans les partenariats. Aujourd'hui, la France peut être un meilleur partenaire, tout comme la Russie. C'est de s'asseoir, renégocier les partenariats. Le Burkina dit, voici ce que je veux dans notre partenariat. Si ça vous arrange, moi ça m'arrange. Si ça ne vous arrange pas, je vais trouver le partenaire qui va me trouver des solutions ou des réponses à ce que je demande. C'est une question de rapport de force. Il n'y a rien qui soit impossible. Malheureusement, on a un pays où on a très peu de bons négociateurs. Tous ceux qui sont là, c'est des amateurs en général. Vous allez peut-être dire aujourd'hui d'aller négocier à Paris avec le ministère de la Défense sur une coopération. Vous allez trouver qu'on va aller peut-être rester en bas des tables là-bas. Personne ne peut véritablement parler d'égal à égal. Donc c'est ça le drame. Donc pour moi, il y a beaucoup d'autres pays, hormis la Russie. L'Algérie, pourquoi pas? Ça peut être un bon partenaire. Et si on prend aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Maroc, si on prend le Tchad, dans une moindre mesure, c'est parce que c'est un de nos pays à côté là, on ne voit pas ses capacités militaires et puis on pense ailleurs. Mais combien de fois le Tchad a intervenu en Centrafrique? Combien de fois le Tchad a été beaucoup plus utile dans le G5 Sahel en termes de troupes au Mali, en termes de troupes également au Niger? Donc, mais aujourd'hui, non, on passe à côté de tout cela, on a une fixation sur la Russie. Pourtant, souvent, vous pouvez aller vers la Russie et puis la Russie même n'est pas intéressée par le partenariat avec vous, hein. C'est pas parce que on est là, on crie la Russie. Est-ce que la Russie d'abord est intéressée aussi par le partenariat avec vous? Il y a beaucoup plus de pays avec qui on peut travailler pour pouvoir également avancer. Vous avez des pays comme Israël aujourd'hui. Quand nos chefs d'État vont chercher des formations en Israël ou au Maroc, c'est pour leur garde rapprochée, c'est pour leur sécurité au palais. Mais alors que c'est des pays qui sont très efficaces, qui peuvent être utiles également pour nous. Donc je pense qu'il faut revoir les choses. Maintenant, le combat a compté sur nous, c'est vrai, mais aussi il faut reconnaître que c'est rare de pays qui ont déjà gagné la guerre tout seuls. Hein.
c'est difficile. Parfois, on gagne la guerre ensemble, mais pas tout seul. Aujourd'hui, je le répète régulièrement, j'ai dit, quand on parle de Russie, on parle de France, partenariat, mais il y a un autre partenaire de l'ombre qu'on oublie, mais qui est au-dessus de tous ces partenaires, c'est les États-Unis. Vous demandez aux Français aujourd'hui, vous diront que tout le boulot qu'ils font au Sahel, c'est les États-Unis, c'est le renseignement américain. En fait, même aujourd'hui, on peut aller acquérir du matériel et puis ne même pas savoir utiliser ce matériel-là. On ne va pas aller payer des drones ou des appareils de renseignement et puis venir en 6 mois prendre des soldats dans nos armées ici, dire qu'on va vous initier pour que vous arrivez à piloter ces appareils. C'est pas possible. Quand vous payez des drones aujourd'hui, vous payez des hélicos de guerre ou même vous payez par exemple du matériel sophistiqué, il y a toujours du personnel que la société envoie pour faire le truc, l'expertise avec vous pendant un bon bout de temps avant de vous confier la gestion tout seul. Il y a tout ça qui est là. Donc, il ne suffit pas de s'autoproclamer, de dire qu'on veut faire la guerre, c'est nous-mêmes la guerre. Ça ne suffit pas. On peut aujourd'hui avoir du matériel de renseignement de dernière génération, mais si on ne sait pas l'exploiter, ou bien si les messages, les renseignements sont là et puis on l'exploite tardivement, on fait quoi avec? Donc, c'est une guerre où on a besoin de matériel, d'équipement, mais c'est une guerre où on a besoin aussi d'une bonne expertise humaine. Si on n'a pas cette expertise-là, c'est comme de trucs que vous donnez à quelqu'un, mais qui ne sait pas utiliser. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un point final à ce premier numéro de votre émission, La Tribune des Éditos. Merci à vous, Lévi Constantin Confé, d'être passé. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Observateur Palga. Merci également à vous, Jules Tiendrebego. Vous êtes journaliste à l'Express du Faso. Merci. Et merci à Albert Nagrego, directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Merci. C'est tout pour ce premier numéro de votre émission, La Tribune des Éditos. On se retrouve le week-end prochain. Merci.